Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Séance boursière écrite à l'encre rouge aujourd'hui avec le S&P 500 qui était en baisse de plus de 3% à un certain moment durant la séance boursière d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me permets une vidéo spéciale du lundi. Normalement, je publie le mercredi, mais bon, je n'ai pu me retenir aujourd'hui compte tenu de ce qui s'est passé en bourse. Alors, que s'est-il passé, mais surtout, quelles sont les raisons pour lesquelles le marché boursier s'est affaissé de la sorte et est-ce que ce mouvement à la baisse risque de se poursuivre? Ce sont les deux principales questions auxquelles j'entends répondre dans cette vidéo. Évidemment, si on rentre dans une crise économique américaine qui était de toutes les économies occidentales la plus performante, durable, avec une incapacité fiscale des États-Unis à relancer cette économie, et qu'à côté de ça, tu as le hockey au Canada, au Mexique, puis plus que le hockey, parce que s'il y a une grosse crise aux États-Unis, il va y avoir une énorme crise au Canada, tu vas avoir le Mexique, les Européens qui se préparent à emprunter comme des malades, en particulier les Allemands. Des économistes disent qu'il y a de la marge pour emprunter 2 trillions qu'on dit, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars sur un horizon de 10 ans sans que ça ne fasse de mal à la cote de crédit allemande. Parce que c'est des frugaux, faut dire, qui ont de la marge, mais c'est beaucoup d'argent qui va s'investir là. Donc, malgré ça, s'il fallait que... européen là, qu'on va emprunter... En fait, les Allemands, c'est les infrastructures, c'est un certain nombre de choses et le réarmement. Puis à côté de ça, tu as tous les autres Européens, effectivement, qui sont à se préparer à investir. C'est d'ailleurs d'énormes transferts de richesses. Il y a des groupes industriels qui vont faire beaucoup d'argent au cours des prochaines années et on essaie d'expliquer aux contribuables qu'ils n'auront pas vraiment à payer, qu'il n'y aura pas d'impôts augmentés. C'est ce que le président Macron la semaine dernière disait aux Français. Je sais pas ce qu'on dira aux Allemands, mais c'est évident qu'on augmente en tout cas le fardeau de la dette collective en Allemagne. Mais s'il faut que à travers ça, et malgré ça, tu as aussi un ralentissement économique en Europe, tu te retrouves dans un hiver économique mondial. Et là, ce que le Trump pourra dire, c'est pas de ma faute. Ça va être difficile. Ça va être difficile à croire, même s'il a fait de la prestigitation au cours des dernières années. Je sais pas si tu as vu les images de Justin en passant. Je sais pas si tu as vu ça là, hier. Sa chaise, là? Ça avec sa chaise. On l'a, tiens, veux-tu me dire quel âge mental a cet homme? Non, mais... Quel âge mental a cet homme? Ce qu'on nous dit, c'est que, tu sais, il veut montrer qu'il se prend pas au sérieux. Mais je veux dire, entre toi et moi, Benoît, mettons Trump voit cette photo-là ou il utilise cette photo-là sur ses réseaux sociaux, là. Dans toute la dynamique du Canada, d'avoir l'air d'un pays de clown, excuse-moi, mais c'est vraiment pas bon, là. C'est le premier clown du Canada. Moi, ça fait longtemps que je le dis, mais quel âge mental a cet homme? On est en pleine guerre commerciale. Il est tellement égocentrique, il est tellement porté sur son nombril que là, tout ce qui l'intéresse, lui, c'est il se promène avec sa chaise puis il fait une grosse grimace. La même grimace qu'il fait quand il faisait son blackface en passant. La même grimace qu'il fait quand il est à la parade gay, tu sais, puis il envoie la main aux amis. T'es en pleine guerre commerciale, espèce de tarte. Comprends-tu ce que ça implique? Tu représentes encore le Canada. Moi, ça me dépasse. Il y a Donald Trump qui réplique à Doug Ford sur tarif contre tarif, contre tarif. Ça dégénère. Hey, l'escalade, la spirale, tu sais, trouve, je sais pas quelle image, là, mais on est là-dedans à fond. Et je me demande, tu sais, je pense qu'on peut pas gagner une guerre tarifaire contre les États-Unis, mais Doug Ford, il fait le pari que oui, il faut faire ça. Et la réponse, donc il a imposé 25% de droits de douane sur l'électricité. Et la réponse de Donald Trump, c'est venu assez rapidement, là. Il dit, ben si c'est comme ça, d'accord, on est rendu à 50% de tarifs qu'on va ajouter de droits de douane supplémentaires sur tout l'acier et l'aluminium entrant aux États-Unis en provenance du Canada. Ah oui, ben payez-le maintenant. Et autrement dit, c'est il vise l'Ontario, mais il tue le Québec. C'est visa le noir, tu as le blanc, là. C'est un peu ça, là, parce que c'est au Québec que ça va faire mal, surtout pour ce qui est de l'aluminium. L'acier aussi, en fait, la Côte-Nord aussi produit de l'acier et donc mais le reste du Canada aussi.
L'ancien directeur de l'autorité sanitaire la plus influente au monde admet que le Covid long est dans de nombreux cas une couverture pour les dommages causés par les vaccins à ARN messager. C'est-à-dire que pour lui, en fait, les Covid longs, c'est à cause, la plupart du temps, de la vaccination. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais peut-être majoritairement, oui. Et c'est pas qu'en France. Le Japon, par exemple, on vient d'avoir les données officielles sur le site spécialisé exdes-japan.org, donc sur tout ce qui est excess deaths, donc la surmortalité, compile tous les chiffres de 2010 à 2024. C'est très récent, jusqu'à décembre 2024 pour le Japon. Et si on fait une extraction, regardez l'évolution de la mortalité au Japon. Je vous montre le graphe. Est-ce que vous voyez les derniers mois, là? Ça, c'est les dernières années, hein. Vous voyez la rupture, il y avait une augmentation. Bon, il y avait une augmentation parce qu'il y a un vieillissement de la population. Surtout au Japon, il est fortement marqué. Mais quand vous avez une rupture dans l'augmentation, c'est que ça n'est plus le seul facteur explicatif. C'est comme en France. Comment vous pouvez avoir des chiffres pareils? Alors, vous avez au même moment des études qui sortent sur l'explosion des cancers chez les jeunes. Alors, la presse en parle, dépêche AFP ce 3 mars, le titre 6 cancers en hausse chez les adolescents et jeunes adultes depuis 20 ans. C'est une étude publiée le 3 mars par Santé publique France et l'Institut national du cancer. Avec, je cite, une hausse marquée pour 6 cancers chez les gens qui ont entre 15 et 39 ans. Donc, adolescents, effectivement, jeunes adultes. Bon, on va citer un extrait de cette dépêche. Les cancers qui augmentent le plus chez les jeunes sur la période étudiée sont les glioblastomes, forme agressive du cancer du cerveau, plus 6,11% en moyenne par an. 6 par an. Ils sont suivis des cancers du rein, plus 4,5% par an. Liposarcome, tumeur logée dans les tissus adipeux, plus 368% par an. Et une hausse moins marquée caractérise les lymphomes de Hodgkin, cancer du système lymphatique, plus 1,86% par an. Les cancers du sein, 1,6% par an. Et les cancers colorectaux, 1,43% par an. Quand vous avez une augmentation de 6% par an, c'est vraiment une hausse très très rapide. Alors comme c'est depuis 20 ans, évidemment, on va pas dire c'est les injections, que les injections. On va y venir après. Il y a d'autres facteurs. Et alors, vous savez, des facteurs environnementaux très très importants. Et comme on est écrasé dans le débat écologique par le climatisme, on parle que du climat, on parle pas du reste, ou très peu. Par exemple, la pollution chimique. Vous savez, lié au modèle agrochimique. Alors, vous savez, le modèle agrochimique, alors qui pollue les sols, qui pollue donc l'alimentation, l'eau. Christian Dufour, je reviens sur la décision hier de Doug Ford d'y aller vite. Est-ce que c'était, d'après vous, une erreur ou un bon coup? Pauvre Canada. C'était une énorme erreur. C'est surréaliste. On est rendu au point où c'est Doug Ford qui négocie avec Donald Trump. Vivement, Marc Carney, Pierre Poilievre, vous, Patrice, êtes disponible pour représenter le Canada d'une voix forte ou même se dispenser d'agir. Moi, je l'ai déjà dit à ce panel-là, M. Ford, il est impurant. Je trouve qu'il vient de le démontrer. C'est une erreur de jugement grossière, ce qu'il a fait là. Pour qui il se prend comme tel? Puis en plus de ça, on a vu que la réaction de s'attaquer à Trump, qui est un phénomène pour le moins spécial, on s'entend là-dessus. Ils n'ont pas compris que ça donnait rien, que ça peut juste se retourner contre nous. Il y a des fois que la force, là, c'est pas de faire plaisir à la galerie, pour aux Canadiens qui sont contents parce qu'on se tient debout, comme M. Trudeau le fait, comme M. Dobb le fait. Des fois, la force, c'est de se retenir. C'est de rien faire. C'est d'attendre. Alors, je trouve que c'est un loose cannon, c'est un électron libre qui est dangereux. On l'a vu, la réaction de Trump sur l'aluminium pour le Québec, là. C'est clair que M. Trudeau est dans une drôle, pas M. Trudeau, M. Legault est dans une drôle de position actuellement. Donc, pour répondre à votre question, je trouve ça très choquant. Je veux dire, c'est pas un premier ministre d'une province, dans un dossier aussi vital économiquement, sur le plan identitaire, de négocier avec Donald Trump. Donc, j'espère qu'il a eu sa leçon parce que c'est irresponsable. Et je sais que mes termes sont forts, mais c'est ce que je pense. Très bien. Il est dangereux, M. Ford. Donc, oui, ils veulent la destruction de Édom, alias l'Europe chrétienne. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Alors, je vous parle en Syrie, Al-Qaïda, qui a été placé par les Américains, je le rappelle, hein, pour ceux qui ne me croient pas, hein. N'est-ce pas? Hein? Ah bah oui. Ancien sénateur de l'État de Virginie nous explique que les États-Unis soutiennent sans réserve Al-Qaïda. Al-Qaïda a toujours été leur force mandataire sur le terrain. Avec l'EI, alias Daesh, ils ont mené à bien la mission des États-Unis, a déclaré Richard Black. Hein? Al-Qaïda, qui en ce moment en Syrie est en train de tuer des Alaouites et les chrétiens d'Orient. Tue les chrétiens
Les chrétiens syriens, il les massacre. Petite photo pour finir. Eh ouais. Il y avait 3 jours à peine, le secrétaire général de l'ONU avait serré la main du chef du HTS, Abu Mohamed al-Julani, un ancien émir d'Al-Qaïda, aujourd'hui qualifié de chef de guerre modéré, évidemment, et la même ONU qui avait contribué à orchestrer le coup d'État contre Kadhafi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça, on est vraiment une belle clique de pourriture, n'est-ce pas? On commençait à témoigner. J'ai pas pu enterrer mon père. J'ai ma mère qui s'est retrouvée à l'hôpital, j'ai demandé des traitements au médecin, il m'a dit que c'était n'importe quoi, que Raoult était un druide ou un gourou, et il lui a pas donné. Moi je voulais juste qu'il essaye. Elle est morte. Moi ma fille avait des jetons pour respirer à l'école avec son masque, elle avait le droit à 3 jetons par demi-journée pour avoir le droit de baisser son masque. Sinon elle était punie au milieu, dans un carré, au milieu de la cour, à devoir copier des lignes, je dois mettre mon masque correctement, devant tout le monde en train de se moquer d'elle. Moi mon fils, dans son école, on lui a mis un masque bonnet d'âne. Moi, j'ai perdu mon boulot, j'ai dû fermer mon entreprise parce que ça pouvait plus tourner à cause du confinement, etc. En fait, tous ces témoignages-là de la vraie vie des gens. Et quand vous les reprenez aujourd'hui, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on a laissé faire, quoi? On s'est laissé mettre en tôle chez nous, faire des auto-attestations pour avoir le droit de sortir. On nous a rendus complètement cinglés, quoi. Dans les années, je vous le disais, 1930, l'âne d'herbe, le bras donc ésotérique et scientifique du régime nazi, était littéralement obsédé par les cycles de destruction et de renaissance. Officiellement, il s'agissait d'une organisation dédiée à la recherche sur les origines de la race aryenne. Officieusement, c'est un groupe occulte qui explorait les mystères du passé, notamment en étudiant les textes anciens, les cartes médiévales et les théories interdites sur des civilisations antédiluviennes. Et ce qu'ils ont découvert les a terrifiés. Des documents de l'Ahnenerbe, étudiés dans le cadre du projet Orion, révèlent une chronologie précise de 3 Armageddons passés. Le premier Armageddon aurait eu lieu en 199 586 avant Jésus-Christ. L'événement le plus ancien enregistré qui aurait anéanti une civilisation avancée et remodelé la géographie terrestre. Le deuxième Armageddon, quant à lui, aurait eu lieu en 84 386 avant Jésus-Christ. Un cataclysme majeur associé à une montée des eaux brutale causée par une collusion cosmique ou un déplacement massif de la croûte terrestre. Et le troisième Armageddon a eu lieu en 12 386 avant Jésus-Christ. Probablement le déluge biblique qui aurait englouti l'Atlantide et effacé toute trace des civilisations précédentes. Le point commun entre ces catastrophes, un cycle répétitif de 14 400 ans. Les scientifiques de l'Ahnenerbe ont alors identifié un schéma précis dans ces destructions. Chaque période de 14 400 ans semble correspondre clairement à un bouleversement planétaire majeur marqué par, accrochez-vous, des changements climatiques extrêmes, une montée soudaine du niveau des océans et des extinctions massives et des destructions de civilisations avancées. Les archives suggèrent que ces cycles ne sont pas dus au hasard, mais à l'influence d'un corps céleste mystérieux. On en revient là systématiquement lorsqu'on étudie les anciennes civilisations. Il y a une phrase qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Moi, j'ai envie de dire « tous les chemins mènent vers la planète X ». En effet, dans leurs calculs, les scientifiques de l'Ahnenerbe ont remarqué une corrélation étrange entre ces destructions et l'orbite supposée d'une planète de fer mentionnée dans plusieurs textes anciens, notamment les écrits sumériens sur la fameuse planète Nibiru. Selon cette théorie, la Terre serait périodiquement affectée par l'influence gravitationnelle d'une planète massive qui entrerait dans le système solaire tous les 3 à 4 cycles de 14 400 ans. Les effets supposés de cette planète seraient un déplacement de l'axe terrestre provoquant des inondations et des tremblements de terre, un bombardement d'astéroïdes attirés par la gravité perturbée, un affaiblissement du champ magnétique terrestre exposant la planète à des radiations cosmiques. Si là, c'est pas ce qui nous arrive, je sais pas ce que c'est. Les textes sumériens parlent d'une planète errante qui, à chaque passage, provoquerait un chaos inimaginable sur Terre. Les Mayas, eux, rappelez-vous, évoquaient un cycle similaire avec leur célèbre conte long qui prédisait un grand bouleversement, eux, pour 2012.
Selon les calculs de la Nénerbe, le 4e Armageddon aurait dû donc survenir en 2014. Or, souvenez-vous, 2012 avait déjà annoncé comme une date spéciale clé, une date clé par le calendrier Maya. Et en 2012, certains diront qu'il ne s'est rien passé, surtout ceux qui ont entendu ça comme c'est la fin du monde. Ça, c'était une grosse scam, un gros prank. Hein. Jamais personne, et encore moins les Mayas, ont dit que c'était la fin du monde. Ils ont dit que c'était, vous allez le voir, un changement d'air. Et oui, effectivement.